toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents ce soir à Futurapolis. Merci d'avoir bravé la pluie et le temps pour cette rencontre. On va parler de littérature, de musique, de numérique, de prospective et surtout de science-fiction. Alors, je suis Lloyd Cherry, journaliste culture et high-tech pour le Point. J'écris autour de la SF et donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'animer une sorte de masterclass avec l'écrivain de science-fiction français le plus populaire du moment, artiste engagé, bâtisseur d'univers, créateur de jeux vidéo, philosophe du vivant. Il est un auteur hors norme. Déjà, Alain Damasio, bienvenue à Futurapolis. Bienvenue à vous aussi. Alors, en seulement 3 romans et quelques nouvelles, vous vous êtes imposé au sommet avec vos œuvres littéraires. Il y a eu La Zone du Dehors et La Horde du Contrevent, qui se sont respectivement vendus à 50 000 et 300 000 exemplaires. Vous venez d'atteindre un nouveau record avec Les Furtifs, sorti en avril 2019 aux éditions de La Volte. Votre 3e roman, il s'est écoulé pour l'instant à 100 000 exemplaires en grand format. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les littératures de l'imaginaire ou qui ne suivent pas trop cette actualité, le succès des Furtifs est énorme. C'est la première fois depuis Dantec qu'un roman estampillé science-fiction récolte autant de succès à sa sortie et aussi autant de suivi médiatique. Souvent, l'imaginaire en fait est un peu laissé de côté malheureusement, et ça fait depuis au moins une vingtaine d'années qu'un roman vraiment entre guillemets marketé SF a autant de succès. On peut penser à d'autres auteurs qui font aussi de la science-fiction, mais qui ne sont pas vendus comme tels, comme Bernard Werber ou encore Houellebecq, qui font aussi de la SF. Mais Alain Damasio, qui est avec nous, assume totalement d'être un auteur de science-fiction. Et donc, il est venu avec nous aujourd'hui. Le Point, et notamment le Point Pop, a soutenu depuis le début en fait, Les Furtifs, qu'on a considéré vraiment comme un chef-d'œuvre. Et on a dit que c'était plus que de la science-fiction. Alors, Alain maîtrise le genre de l'anticipation et de la dystopie. L'univers des futuristes, des furtifs, imagine une France en 2040 où des entreprises comme Orange privatisent des villes. L'État est en faillite, l'armée est devenue, la société est devenue en fait une société à part entière, et il y a une ubérisation massive dans notre société où les êtres humains ont des objets connectés qui les tracent avec cette bague. Et alors qu'on est aujourd'hui à Futurapolis, on est censé réfléchir autour du futur, de la prospective. Je voudrais demander à Alain Damasio sa vision du futur. J'aime bien les questions cash, directes comme ça. Très difficile toujours de répondre parce que ça dépend les signaux faibles que tu empoignes et que tu déploies. Ça dépend quelle tendance lourde tu vas considérer comme dominante. Et ça implique une lecture stratégique et politique des états de force actuels. Donc, moi, sur un futur à court terme, en tout cas, ce qui me paraît évident, c'est qu'il n'y a aucune raison que l'ultralibéralisme triomphant dans lequel on vit ne continue pas à essayer d'investir des nouveaux marchés, et notamment des marchés extrêmement intimes, comme ceux de la construction personnelle. Donc, une des visions les plus évidentes, c'est l'apparition pour moi des IA personnalisées, c'est-à-dire d'intelligence artificielle qui vont concentrer sur une seule interface, qui sera peut-être le smartphone, mais qui pourrait être un bijou connecté, effectivement, qui vont concentrer toutes nos interactions. C'est-à-dire que là, on est dispersé sur des consoles de jeux, des écrans, etc. Je pense qu'à un moment donné, en termes d'ergonomie, en termes de convergence, on va essayer de compacter ça et de le réunir sur une seule techno. Et que la logique, si on le voit sur les GAFAM, ils sont tous là-dessus, la logique, c'est que l'interface la plus naturelle pour nous reste le langage, reste le langage naturel. C'est encore mieux que de toucher, et que donc en langage naturel, s'ils y arrivent, parce que c'est à mon avis pas gagné, les IA de conversation, les chatbots sont encore pour moi balbutiants. S'ils y arrivent, on aura effectivement une interface complètement personnalisée, complètement adaptée à nous, qui saura tout de nous, qui prélèvera toutes nos traces, sur lesquelles on concentrera tous nos actes d'achat, tous nos actes d'échange, toutes nos interactions avec le monde et avec les autres, et qui du coup viendra préempter, à mon avis, la construction de soi et vraiment ce rapport au monde. Donc on sera encore dans un techno-cocon encore plus fermé, encore plus intense, avec des rétrofeedbacks encore plus forts. Et même la composition avec l'altérité, avec l'extérieur, avec le dehors, avec les autres, deviendra quelque chose d'encore un peu plus pénible, parce qu'on sera dans la fluidité d'un rapport à nous-mêmes maximisé par ces technos.
Donc ça, c'est une des visions, je dirais, dystopiques fortes que j'essaye de porter dans les furtifs. Après, il y a des visions très simples sur, on le voit sur les villes, effectivement, la privatisation des villes, le fait de haïr la fiscalité, qui est pourtant un outil de redistribution extraordinaire, et de considérer que les gens doivent payer des forfaits, standards, premium, privilèges, et qu'en fonction de votre forfait dans la ville, vous aurez accès à 50% des rues de la ville, des squares, des parcs, ou à 100% selon votre niveau de richesse. Je pense que c'est des logiques, effectivement, qui sont à l'œuvre, qu'on voit commencer à émerger. Et comme les technologies de géolocalisation permettent effectivement de savoir si c'est dans une zone privilège ou standard, ça sera très facile de décaisser des amendes sur vos comptes, comme on commence à le faire maintenant au feu rouge, quand vous passez sur les feux rouges avec radar. J'adore ça parce que j'ai pris 135 € de prime dernièrement, donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc le futur, moi je le vois comme ultra-libéral à court terme. Après, si tu te portes un peu plus loin, c'est-à-dire à 50, 60 ans, 80 ans, là, on rentre dans des enjeux beaucoup plus complexes liés au réchauffement climatique, liés aux effondrements possibles, j'ai envie de dire au pluriel. Hein. Il n'y aura pas un seul effondrement, mais il y aura des délitements successifs, peut-être enchaînés, peut-être en cause à effet, peut-être parallélisés, avec effectivement l'épuisement des ressources carbonées, du pétrole, du charbon, qui va limiter notamment les transports, etc. Peut-être l'épuisement des terres rares qui va faire qu'avoir un smartphone va devenir quelque chose d'extraordinaire. Et donc là, on rentre dans un champ qui est complètement différent, où on va peut-être basculer vers la low-tech, mais c'est sans doute un horizon un peu plus lointain. Donc il y a deux niveaux d'anticipation, je trouve, crédibles. C'est vraiment l'ultralibéralisme triomphant, la marchandisation de tout, et notamment de l'éducation nationale, des services de santé, de tous les secteurs encore un peu communs, encore un peu partagés, sur lesquels l'État a encore un rôle redistributif, qui vont se faire grignoter, bouffer, qu'on va dégrader sciemment, parce que les politiques de Macron aujourd'hui, c'est ça, c'est dégrader sciemment tous les services publics pour que les gens soient suffisamment insatisfaits pour recourir au privé et considérer que le privé apporterait une solution supérieure, ce qui n'est absolument pas le cas évidemment, mais en tout cas pour les riches, ça va être le cas. Donc ça, on le voit à l'œuvre, c'est fait sur l'éducation, c'est fait sur la santé, c'est fait sur les retraites, etc. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, mais on va voir ce que les résistances peuvent faire face à ça. Et après, il y a l'aspect post-effondrement ou pré-effondrement. Voilà. Alors, vous n'avez pas de portable, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, on ne peut que vous contacter par mail. En 2009, vous écriviez dans La Rage et le Sage un texte qui est disponible gratuitement sur le web. Furtif, ce sont les 6 lettres qui épellent la nouvelle résistance. Fuir, un réseau trop intrusif. Fuir, être un furtif et ne pas être tracé, est-il votre manifeste politique ? C'est un des manifestes, en tout cas c'est une des attitudes qui me paraissent... qui me paraît émancipatrice, qui me paraît ouvrir une petite poche de liberté dans ce monde très particulier où on est. Il faut quand même se rendre compte, et Snowden nous l'a mis en pleine gueule, mais on est dans un univers extrêmement technologique, extrêmement numérisé, dans lequel, on le sait maintenant, chaque acte qu'on produit, chaque déplacement, chaque achat, chaque clic, chaque SMS, chaque mail, chaque surf sur un site produit de l'information, produit une trace. Cette trace, elle est récupérée, quoi qu'on en dise. Elle est souvent récupérée de façon non anonyme. Ces traces-là sont corrélées. On bâtit des modèles de prédiction comportementale avec ça. C'est le nouvel or gris du capitalisme actuel. Et les GAFA ont généré une puissance capitalistique, financière colossale à partir de leur paillage comme ça de nos traces. Hein. Comme je dis, voilà, on est des chiens et en tant que chien du numérique, on produit du caca partout, on pisse partout sans s'en rendre compte. On n'a pas l'hygiène élémentaire de l'anonymat. Très peu de gens utilisent des logiciels libres, très peu de gens effacent leurs historiques, leurs cookies, très peu de gens cryptent leurs mails, ce qui fait qu'on laisse des traces partout et ces traces sont retournées contre nous pour aujourd'hui simplement, j'ai envie de dire, contrôler nos dynamiques d'achat et conduire nos conduites sur un rapport de consommation, mais rien n'empêche à très court terme, si les modèles politiques changent, si on est en Chine, si le Front National passe, que ça soit aussi utilisé de façon beaucoup plus liberticide que ça l'est aujourd'hui. Donc c'est potentiellement une ressource de pouvoir qui va se retourner contre nous très, très forte. Donc dans ce monde-là, effectivement, fuir les réseaux, c'est-à-dire par exemple ne pas avoir de portable comme je le fais, ça évite au moins une chose, c'est-à-dire que quand je me balade dans des espaces naturels, même dans la ville, etc., je ne génère pas en permanence une trace géolocalisable, donc je ne génère pas des trajectoires analysables. On ne peut pas me suivre spécifiquement, sauf si on met des réseaux de caméras ou si on met un être humain et ça coûte trop cher pour me suivre. Donc voilà, il faut être conscient de ces choses-là. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout parce que la géolocalisation, ça fluidifie nos vies, ça la rend facile, ça la rend agréable. Et on a troqué beaucoup de nos libertés au nom de cette fluidité, au nom de ces commodités, au nom de cette facilité de vie. Donc dans le trade-off qu'on a fait, je trouve que le volet liberté, en tout cas,
a été largement sacrifié à nos paresses et à nos facilités. Ouais. Les furtifs narrent l'histoire d'un père de famille qui recherche sa fille. Elle aurait été enlevée par des furtifs, des animaux empreints du vitalisme qui seraient quasiment invisibles. Ils sont une réponse à un monde que vous jugez trop coupé du vivant à cause, entre autres, de la technologie et de la modernité. Les êtres furtifs sont aussi une réponse au transhumanisme que vous détestez, je crois. Bon, c'est même pas que je le déteste, je trouve que c'est une mauvaise réponse, quoi. Tu vois, c'est une mauvaise réponse à peut-être une très bonne question. C'est-à-dire que la question de l'amélioration de l'homme, la question de éthique de qu'est-ce que c'est qu'une vie accomplie, qu'est-ce que c'est qu'une vie noble, ou en tout cas une vie qui est digne de ce don magnifique que moi je considère ce don d'être un être vivant, de naître avec ses capacités vitales en nous, cognitives, imaginatives, corporelles, sensitives, sensorielles. On est une bête, on est un animal magnifique. Et pour moi, s'il y a une ambition dans la vie, c'est d'essayer d'être à la hauteur de cette vitalité-là. Et que le transhumain considère, lui, de façon presque native, que l'être humain normal est en quelque sorte handicapé et qu'il faut l'augmenter. Et qu'il faut l'augmenter par la technologie. Voilà. Moi, je dis toujours, voilà, je pense qu'il faut être très humain, mais pas transhumain. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout de ce qu'on peut et de nos capacités, de nos puissances intérieures, de ce que Spinoza appelle le conatus, c'est-à-dire la puissance de persévérer dans son être, ou ce que Nietzsche appelle aller au bout de ce qu'on peut, c'est-à-dire être dans les forces actives plutôt que réactives. Et ça, c'est une très grande beauté. J'ai envie de dire, c'est très simple, mais très difficile à faire. C'est une construction de vie, c'est une éducation, c'est une formation, c'est une auto-formation, c'est un travail de discipline aussi sur soi-même. Mais il me semble que c'est la direction. Pour moi, on a absolument tout ce dont on a besoin pour être des êtres humains accomplis et intégraux, et que le transhumanisme vient nous poser comme manquant de quelque chose. Pour moi, on manque absolument de rien. Et c'est pour ça que la solution du transhumanisme me paraît absurde, sans parler des effets secondaires, sans parler même de la dimension inégalitaire que apporteraient ces technologies, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a qu'une toute petite frange de la population qui aurait accès à ces augmentations si elles avaient lieu et si elles ne généraient pas des effets pervers et secondaires absolument, à mon avis, détersifs, quoi. C'est-à-dire que quand on parle d'augmentation de mémoire, quand on parle de fibres plastiques remplaçant les muscles, etc., moi, oui, je veux bien qu'on le fasse. Faites-moi rire un peu et puis on va voir les effets secondaires à très court terme ou même sur les implantations rétiniennes, etc. Tous ces délires de SF de mauvaise qualité, parce que c'est de la mauvaise SF pour moi, je suis convaincu que ça arrivera à quelque chose d'assez catastrophique. Mais en fait, j'ai envie de le voir parce que je pense que ça s'arrêtera très vite, quoi. Sortir de l'anthropocène et se reconnecter avec la nature et le vivant, faire des choses ensemble comme des zones autogouvernées, appelées ZAG dans votre livre, semble aussi être une des solutions au bonheur que vous prenez. Est-ce que c'est ça la solution, se reconnecter finalement ensemble ? Ouais, il y a deux choses. J'ai pas répondu à ta question sur la modernité, mais voilà, on est les héritiers d'une modernité qui a posé avec Descartes que l'homme devait être maître et possesseur de la nature. On a posé ce lien intime et évident avec le vivant, parce que le vivant, il est en nous, on le sait, on a une masse de 5 kilos de microbiote, de bactéries, etc. Donc on a des formes vivantes qui cohabitent à l'intérieur de nous, mais on a aussi le vivant hors de nous, avec évidemment les univers végétaux, animaux, etc. On a conjuré ce rapport-là au vivant, on en a fait une nature qu'on a repoussée au fond de la salle comme une espèce de fond d'écran, et on a décidé que cette nature, elle était finalement neutre, exploitable, qu'on pouvait extraire ce qu'on voulait d'elle, qu'on pouvait la piller, que c'était simplement une ressource pour le développement de l'espèce humaine. Et en faisant ça, on ne s'est pas rendu compte qu'on était en train de dévitaliser assez fortement nos vies, et aussi que, à terme, on le voit, on était en train de simplement détruire notre ressource, notre planète, et ce qu'elle peut nous amener. Donc il est très urgent pour moi de reconnecter, de renouer avec le vivant, de recomprendre qu'on est un être vivant au milieu des autres êtres vivants, et de développer, comme dit Morisot, que j'adore, qui est un philosophe que j'adore, des rapports diplomatiques, avec ces formes vivantes, c'est-à-dire cohabiter ensemble sur une autre carte du vivant, comme il le dit très bien. Donc ça me paraît, et ça monte beaucoup sur les jeunes, cette perception, cette conviction. On le voit sur les ZAD aussi de façon très, très nette. Donc ça me paraît une dimension, effectivement, je crois qu'on a été trop loin. Simplement, la courbe, l'espèce de technocène dans lequel on est, on a poussé la courbe extrêmement haut vers la high-tech, vers des choses où on a cherché du pouvoir par les technologies, sans se rendre compte qu'on perdait beaucoup de puissance en retour ou en creux. Tu vois, donc il y a un moment donné où cette courbe, je pense, vont se croiser, et puis on va être peut-être à nouveau intelligent par rapport à ça. Mais il faut se dire qu'on est une génération qui a pris la vague numérique dans la gueule avec une accélération extraordinaire. Moi, je suis né en 95, émergent les réseaux à la fois téléphoniques et informatiques, Internet. C'est une extraordinaire extension de nos capacités et de notre
possibilité d'accès à la culture, ça il faut quand même le dire, c'est fantastique, on a accès à tous les films, toutes les musiques, tous les livres, et en même temps, sans s'en rendre compte, on commence à perdre. C'est-à-dire qu'on se fait piéger dans des boucles d'auto-addiction qui sont extrêmement puissantes, dont je connais personne autour de moi capable de s'en extraire, et moi y compris. On est sur une nouvelle régime de contrôle, hein, effectivement, un régime de contrôle qui est proposé par les GAFA, sur lequel nous, voilà, on a un ensemble d'outils et on va maximiser notre auto-aliénation, notre auto-addiction avec ces outils qu'on nous propose. Et on est très fort pour ça. Alors les GAFA nous aident bien, parce qu'il y a tout un design de la dépendance, il y a tout un design de la maximisation du temps passé sur les plateformes. Donc il y a effectivement une vraie manipulation comportementaliste derrière. Mais malgré tout, personne ne nous met un flingue sur la tempe et c'est nous-mêmes qui allons tranquillement. Donc voilà, je crois que j'ai sorti de ta question, mais je pense que oui, il faut dépasser ça et recoller, réadhérer à des dimensions vitales, évidentes. Ouais. Justement, on a une conférence aujourd'hui sur les GAFAM. Faut-il les démanteler? Et du coup, ça me permet de vous poser la question. Donc, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui ont réalisé 400 milliards de bénéfices en 2018. Est-ce qu'il faut les démanteler? C'est une super question et c'est marrant parce que la loi américaine avec la loi antitrust permet des fois d'avoir, pourtant le pays le plus capitalistique du monde a priori, mais à cette loi qui permet, quand il y a une position dominante totalement insupportable, de refragmenter les empires et de redonner la libre concurrence dans le régime. On va voir ce qu'ils vont faire sur Google, il y a un début d'attaque là-dessus. Ce qui est particulier, c'est que l'intensité capitalistique est énorme parce qu'ils absorbent énormément de consommateurs de par le monde. Quoi. Je sais plus, sur Facebook, on est à combien? À 3 milliards de personnes connectées. C'est des bases installées de consommateurs et de clients qu'on n'a jamais eu dans l'histoire humaine et que permet justement le numérique. Donc j'ai envie de te dire, ça va être encore plus difficile au sens où l'intensité vraiment... avoir une base clientèle de cette force-là, c'est colossal et c'est difficile à démanteler. Il faudra faire émerger des services qui sont encore plus puissants ou intéressants ou pertinents que Facebook, qui est un service de maximisation de l'addiction aussi fantastique. Donc, pour moi, oui, d'un point de vue moral, bien sûr, il faudrait, à mon sens, les démanteler parce que c'est complètement malsain et que ça devient des États dans les États, c'est-à-dire que ça devient plus puissant que bon nombre d'États aujourd'hui dans le monde. Ça n'obéit à absolument aucune des règles sociales ni fiscales des pays. Donc, il génère une plus-value colossale qui n'est même pas redistribuée, qui ne bénéficie même pas aux pays qui accueillent ces structures. Donc, on est dans un capitalisme totalement atroce, sauvage, sans pitié, libertarien dans sa pire expression. Donc oui, il serait temps que les États fassent leur boulot, quoi. Là, on a un État macroniste totalement à la botte et totalement soumis aux GAFA, qui fait absolument rien pour les combattre, qui sont dans une position de soumission vis-à-vis de... Parce que c'est tellement plus facile en réalité d'être soumis et d'ouvrir sa gueule sur des thèmes secondaires, mais d'être soumis sur les plus puissants. On le voit, hein, nos gouvernements souvent sont très forts avec les faibles, mais très faibles avec les forts. Et c'est le cas face aux GAFAM. On devrait, je veux dire, bloquer les services en France. On devrait avoir une réaction extrêmement virulente et ferme pour récupérer la plus-value extraite des consommateurs français. Et là, et que cette plus-value alimente effectivement nos impôts et donc notre éducation et donc notre santé et donc nos retraites, etc. C'est pas fait et c'est inadmissible. Voilà, donc il y a quelque chose, effectivement, il y a un combat à mener à la fois par la société civile et par les institutions et par l'État, quoi. Mais ce combat n'est pas fait, ouais. Ça me permet de faire une aparté. Ce qui est intéressant, ce que vous dites aujourd'hui, donc le magazine de jeudi, c'est la personnalité de l'année qui a été élue par Le Point. Et Margrethe Vestager, qui est la personne en fait à la Commission européenne qui a notamment fait condamner les GAFAM à des amendes records. Aujourd'hui, il y a une tribune dans Le Monde qui est sortie où vous avez parlé d'Amazon. Et vous avez critiqué. Ouais, bah, c'est Amazon. Bon, je pense que dans les 5 GAFAM, c'est vraiment au sommet pour moi, du toxique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il faut dire une chose très simple sur Amazon. Amazon, chaque fois qu'ils créent un emploi, ils en tuent 2, quoi. Ils en détruisent 2 derrière, quoi. Bon, déjà sur le plan social. Mais surtout, Amazon, quand tu es écrivain et que tu sais ce que c'est une librairie, c'est une machine de destruction massive des librairies. Ils ont tué toutes les librairies américaines, anglo-saxonne. En France, on est protégé par une seule mesure qui est le prix fixe du livre, qui fait que vous allez acheter un livre n'importe où, vous le payez le même prix, donc il n'y a pas d'avantage à l'acheter chez Google. Mais malgré tout, je vois des gens autour de moi qui continuent ou qui démarrent l'achat des livres sur Amazon. Amazon, c'est même pas de la disruption, c'est vraiment de la désintermédiation. C'est des méthodes de travail absolument atroces. C'est-à-dire que quand vous tuez 2 emplois en librairie, vous tuez 2 emplois qui sont des beaux emplois, qui sont des emplois riches, qui sont des emplois
ou d'interaction sociale avec des clients qui viennent pour des livres, qui partagent une culture, qui partagent un échange hyper intéressant sur la qualité littéraire de telle ou telle chose. Vous détruisez ces deux emplois-là et à la place, vous avez un mec sur une espèce de chariot autoroulant avec une scanette qui est à moitié un robot déjà parce qu'il est géré comme un robot et contrôlé comme un robot alors que c'est un être humain. Et la seule raison pour laquelle il est là, c'est qu'on n'arrive pas au niveau des robots à prendre tous les types de colis et de formes de colis. Et le jour où ils y arrivent, il n'y aura même plus d'humains. Donc, c'est des machines de guerre. Voilà, Amazon est une machine de guerre. Pour moi, c'est une horreur, une horreur assez massive, assez évidente. Donc, on a fait une tribune pour dire, ben voilà, essayez de boycotter, arrêtez d'acheter chez Amazon, arrêtez de détruire vos propres vies, arrêtez de détruire vos propres commerces. Tout ça parce que vous voulez que le bouquin arrive chez vous en 24 heures le lendemain, quoi, tu vois. C'est-à-dire que cette aberration écologique majeure qui est que la logistique du dernier kilomètre, c'est même plus vous qui la faites, c'est pas vous qui allez dans le magasin, mais que vous demandez à ce qu'un drone, à ce qu'un livreur, etc., vienne chez vous et pose votre putain de CD, votre putain de clé USB. Je suis désolé, c'est scandaleux en réalité, quoi. Et écologiquement, c'est une aberration totale, quoi, tu vois. Énergétiquement, c'est absurde, tu vois. Et ces gens-là se présentent comme la modernité, comme l'hypermodernité. Non, je suis désolé, c'est une régression totale. Totale, Amazon. C'est la régression des droits sociaux, c'est la régression de l'écologie, c'est la régression de tout, quoi. Et on nous présente ça comme l'incarnation de la modernité. Non, je suis désolé, c'est l'inverse, quoi. Donc, sachons ce qui est réellement moderne, quoi. Alors que votre héros, Lorca, dans Les Fortifs, donc s'engage dans l'armée pour retrouver son enfant, vous avez fait parler de vous récemment aux Utopiales, donc il s'agit du grand salon européen de la science-fiction. Une conférence avait été, je crois, organisée par l'armée française. La Grande Muette souhaiterait faire appel à une Red Team constituée d'auteurs de science-fiction qui ferait de la prospective militaire. Et vous avez co-signé encore une fois une tribune qui évoquait votre refus. Pourquoi ? Bah, c'est assez évident, c'est-à-dire que moi je considère que la science-fiction est un art extrêmement intéressant et un genre extrêmement intéressant aujourd'hui parce que, encore une fois, pour la définir très simplement, la science-fiction est le genre qui analyse, fait comprendre, fait ressentir ce que la technologie fait à l'homme, quoi, voilà. Et on est, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans le technocène, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on est un peu à l'acmé de ces courbes technologiques, donc on est dans un monde où notre rapport à la technologie, il est quotidien, il est presque à chaque moment de notre vie, on a un rapport spécifique à la technologie. Donc la science-fiction est parfaitement adaptée et parfaitement intéressante pour analyser comment ce rapport à la technologie va altérer, modifier notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes, la façon dont on se construit comme individu, etc. Et là, on a quelqu'un qui fait son boulot. Moi, je trouve qu'Emmanuel Chiva, donc qui est le directeur de l'agence d'innovation du ministère de l'Armée, il a quand même 1,2 milliard de budget, c'est quand même pas mal pour faire des trucs, quoi. Il est dans son rôle en se disant, ben, moi, mon but, c'est d'anticiper la menace des armées étrangères, donc la menace guerrière possible à l'avenir. Et donc, j'ai embauché des écrivains de SF pour essayer de voir des types de disruptions, des types de surgissement d'armes ou de stratégies de guerre qu'on n'aurait peut-être pas vu. Bon, ok, lui, il est dans son rôle. Mais nous, notre rôle d'écrivain de SF, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'imaginer la guerre? Est-ce que c'est déjà de se positionner dans l'idée que la guerre sera éternelle ou va continuer dans 50 ans, 80 ans, et déjà de préempter les imaginaires, de les préparer à une guerre qui sera continue? Moi, je suis né en temps de paix, ça fait 70 ans que je suis dans un régime de paix. J'ai envie que ça continue et j'ai pas envie d'anticiper une guerre possible parce que ça acclimaterait les gens déjà à l'accepter quand elle pourra survenir. Moi, mon sentiment, voilà, il est très simple, c'est que les auteurs de science-fiction ont un rôle à jouer sur l'avenir de la santé, sur demain la santé, c'est ce qu'on fait à la Volt, sur l'avenir du travail, sur l'avenir de l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, vu à quel point l'éducation est en crise, d'imaginer les classes du futur, d'imaginer des types d'éducation en lycée, à l'université, d'essayer de penser ça, de réfléchir, de faire des brainstorms avec auteurs de SF en disant mais comment on pourrait modifier l'éducation pour s'adapter à des temps d'attention, des gamins qui sont aujourd'hui de 2 minutes, et après, au bout de 2 minutes, ils décrochent parce que, voilà, ils sont structurés sur des sursollicitations, sur une économie de l'attention hyper intrusive qui, sans arrêt, les met dans ces tunnels stimuli-réaction. Comment ces gamins continuent à leur faire cours, des cours magistraux, des cours... Donc, il faut complètement révolutionner l'éducation, et des gens essayent de le faire. Il y a l'éducation Freinet, il y a des méthodes avec Montessori, etc. Même si Montessori, malheureusement, ça s'adapte qu'aux enfants bourgeois, on a l'impression... Mais l'éducation populaire à la Freinet, c'est ultra intéressant. Et les auteurs de SF, voilà, ils ont un rôle à jouer là-dessus. Donc moi, auteur de SF, si on me demande d'aller participer à titre civique, à titre social, à titre de responsabilité politique ou éthique, bah, c'est pas avec l'armée que je vais aller travailler. Ça me paraît évident, quoi.
Donc je vais aller travailler effectivement avec des institutions qui peuvent être riches sur des enjeux sociaux, politiques, humains, qui sont précieux. Voilà. Après, moi, encore une fois, il est dans son rôle, tu vois. Mais par contre, que les écrivains de SF ou les auteurs de BD de SF qui acceptent de participer à cette red team, moi, je comprends pas. Voilà. Il me semble que c'est pas notre rôle. Toi, c'est toujours ce truc. Ouais, mais si tu veux, la paix, prépare la guerre. Non, si tu veux la paix, prépare la paix, et ça ira mieux, quoi. Il y a 20 ans, vous écriviez dans la postface de votre premier roman, merci. Vous écriviez dans la postface de La Zone du Dehors. Ce livre a été écrit dans un but unique, comprendre en Occident, à la fin du XXe siècle, pourquoi et comment se révolter. Quel a été votre déclic qui a entraîné votre engagement et cette envie de révolte qui est finalement très présente dans vos trois romans et aussi dans vos nouvelles? Ouais, c'est une question toujours compliquée parce que moi, j'avais pas des parents politisés. Voilà, mon père et ma mère n'étaient pas politisés, ils militaient pas, c'était pas des syndicalistes. Mon père ne votait plus depuis longtemps. Ma mère a toujours été très faiblement politisée, donc je sais pas trop pourquoi au départ je suis arrivé à une espèce j'étais déjà énervé tôt, quoi. C'est-à-dire à 15-16 ans, j'étais déjà dans une espèce de tension avec l'état de la société. Mais ce que je sais, c'est qu'elle s'est accrue brutalement au moment où je rentre en école de commerce. Donc je fais une prépa HEC parce que je savais pas quoi faire et que j'avais envie d'avoir une ampleur de vue à la fois sur les maths, sur la philo, sur les langues, sur l'histoire géo. Ça m'intéressait. Donc j'ai fait cette prépa un peu en creux. Et j'arrive en école de commerce, grande école de commerce. Et là, je me prends dans la gueule la reproduction sociale dont parle Bourdieu, quoi. C'est-à-dire, je me prends les fils d'eux, les filles d'eux, etc., d'avocats, de ministres, de chefs d'entreprise, et des gens pour qui c'était absolument naturel d'être dans ces écoles, et absolument naturel de concevoir sa vie comme étant la maximisation des profits des entreprises qui allaient nous embaucher, qui devaient nous embaucher, quoi. Donc moi, dès le premier jour de l'école, j'étais comme ça sur des scènes, c'était marqué manager du futur derrière nous, on les expliquait qu'on était l'élite de la France et qu'on allait manager le futur. Bon, ça n'a tout de suite pas marché pour moi. Et donc j'étais vraiment en porte-à-faux pendant 3 ans. J'ai détesté l'ambiance de ces écoles, j'ai détesté ce qu'on nous apprenait en ressources humaines, où on nous demandait en fait d'apprendre à manipuler les gens pour les payer au minimum et les faire travailler au maximum. On avait des cours de comportement du consommateur qui étaient des cours de manipulation psychologique et neurologique du consommateur. Donc c'était tout comme ça, et tout ça avec une simplicité et une évidence pour les gens qui étaient là. Donc pour moi, ça n'avait rien d'évident, et c'était même scandaleux. Donc c'est ça qui a déclenché l'envie d'écrire. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est dingue, parce que j'ai fait tout ce travail pour arriver dans l'espèce d'élite de l'élite, soi-disant, et en fait, je suis dans un monde extrêmement fermé, qui ne m'ouvre pas, qui ne m'émancipe pas, qui n'a absolument aucune chaleur humaine, qui me relie à personne de façon intéressante, qui développe aucune notion collective ou d'entraide. Et comme je ne trouvais pas de débouché à cet âge-là, j'étais trop timide, j'étais trop... c'est le livre qui m'a sauvé, tu vois, c'est le fait d'écrire qui m'a sauvé et qui m'a permis de sortir cette rage, cette espèce de rage, quoi, que j'avais et que je gardais. Maintenant, je suis plus cool, je suis vieux, j'ai 50 ans, je suis un peu plus détendu, mais vraiment, à cette époque-là, c'était très tendu. Et j'essaie de trouver comment, dans une société de contrôle, c'est une société très douce, très soft, ce soft power dans lequel on est, où il n'y a plus de discipline féroce, plus d'autorité très féroce, comment réussir à sortir de ce bloc de glu que je sentais se refermer autour de moi. Donc ça a déclenché La Zone du Dehors, qui est vraiment un roman de jeunesse, mais j'espère pas trop naïf quand même, qui est très niaqueux quand même, qui est très niaqueux. Il s'est passé 15 ans entre la Horde du Contrevent et puis Les Furtifs. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ces 15 ans et pourquoi ça a été aussi long, puisque vous avez commencé, je crois, l'écriture des Furtifs en 2014 et il a fallu du temps pour arriver à dépasser les 5 premiers chapitres. Ça a été très long parce qu'il y a plein de raisons. La première des raisons, c'est que j'ai absolument pas l'envie de faire des livres pour des livres. J'ai absolument pas envie de produire de l'œuvre d'art comme on en ferait un métier. Pour moi, c'est pas un métier. L'écriture, ça sera jamais un métier. C'est un rapport au monde, c'est un rapport à la vie. Et donc, je n'écris que si j'ai le sentiment d'avoir accumulé suffisamment de choses vraiment de grande valeur en moi, dans ma vie, dans mon existence, dans mes rencontres, dans ma réflexion, pour avoir le sentiment que j'ai un livre suffisamment dense à sortir. Voilà. Donc je mets énormément de temps parce que on n'a pas des vies ultra riches en réalité. Moi, voilà, j'ai un milieu petit bourgeois, j'ai une vie tout à fait classique, voilà, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Donc pour atteindre un certain niveau d'intensité, de richesse, il faut plus de temps pour moi. Donc j'ai attendu que c'est monté. J'ai eu mes 2 filles aussi, et moi j'ai besoin d'immersion pour écrire, donc je n'arrivais plus à m'immerger, donc j'avançais pas. Et après, j'ai voulu faire beaucoup de collectifs. C'est-à-dire, j'ai voulu aussi travailler, j'avais écrit seul 2 bouquins,
j'ai voulu faire du jeu vidéo, donc j'ai fait du jeu vidéo, j'ai scénarisé en collectif, et puis ensuite j'ai fait de la création sonore en collectif aussi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des récits radiophoniques, j'ai fait quoi? J'ai fait plein de choses en fait. J'ai fait des commissariats d'exposition à la Biennale de Saint-Étienne sur l'avenir du travail, j'ai écrit quelques nouvelles, j'ai milité, j'ai fait beaucoup de choses, mais dans un cadre articulé, lié, parce que j'en avais marre d'être l'auteur dans sa tour d'ivoire qui ne partage pas et qui ne fait pas les choses ensemble avec d'autres. Donc ça a été très dispersif aussi. Ça a été, à la fin, je savais plus un peu ce que je faisais, je savais plus ce que je voulais. Et à un moment donné, ça y est, c'est remonté, l'axe est remonté, et c'est le moment où tu sens que voilà, tu es dans l'axe de ta colonne vertébrale et que c'est le moment d'écrire, et que tu es prêt, et que tu peux le faire. Et ça a été un grand bonheur de revenir à l'écriture. Ça a été des moments fabuleux, parce que c'est des moments d'intensité, où justement, dans le lien avec toi-même, c'est des moments de grande beauté. C'est dur à expliquer à des gens qui n'écrivent pas ou qui ne créent pas individuellement. Mais je peux vous dire que c'est des moments fabuleux. Et voilà quoi. Et donc mais j'ai mis 3 ans à faire le furtif, comme j'ai mis 3 ans à faire la horde, et comme j'ai mis 3 ans à faire la zone dehors. Donc je progresse pas, c'est toujours aussi long. Mais il faut ce temps-là. Ouais. Les furtifs, c'est bourré de vocabulaire en lien avec le son, le rythme, la musicalité. On a l'impression que vous aimez créer des mélodies avec des nouveaux mots que vous inventez. Vous composez un album pour chaque roman, et vous êtes en tournée de concerts lecture assez régulièrement, où vous lisez des passages de votre livre. Pourquoi la musique tient-elle une place aussi importante chez vous et dans votre œuvre? Ouais, je me demande si c'est la musique ou si c'est un rythme ou si c'est vraiment une dynamique rythmique particulière. Moi, je suis pas du tout musicien. Hein. Je fais une tournée avec des gens qui sont des grands musiciens, comme Yann Péchin, qui a été le guitariste de Bachung pendant 10 ans et qui travaille avec Miosek, avec Tiefen, avec Brigitte Fontaine. Enfin, c'est vraiment un très grand. Mais ce qui est évident, c'est que pour moi, la langue, le travail sur la langue est un travail éminemment rythmique. C'est un travail qui utilise des notes, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais un peu, un te, un que, un bedege, un L, une nasale comme un M ou un N, des voyelles comme le OU, le ON, le I, le U, etc. ont chacune une espèce de valence, ont chacune une capacité sensorielle propre. Et pour moi, c'est vraiment comme des notes, quoi. Effectivement, ça fonctionne. Je vois la couleur de ces sons-là. C'est évident que voilà, un I qui est vraiment la voyelle qui est la plus haute fréquence en prononciation du français. C'est une voyelle déchirante qui permet d'exprimer des... C'est vraiment comme un coup de couteau pour moi qui déchire comme ça la page. Le U est très fermé aussi, c'est un clou sonore, voilà. Et puis quand vous reculez vers le on ou le en, vous sentez quand je dis on, en, vous voyez les vibrations, c'est des voyelles qui se prononcent très à l'arrière de la gorge et qui ont une dimension beaucoup plus sombre, beaucoup plus enveloppée. Et tout ça, quand vous écrivez, ben, vous le mobilisez forcément. Et ça donne une forme de musicalité. Bon, quand en plus, rythmiquement, bah, tu joues beaucoup comme moi sur les allitérations, beaucoup sur les systèmes d'assonance, sur les assonances avec des sortes de résonances internes dans le paragraphe et de réverbération, tu arrives à quelque chose qui produit naturellement je sais pas, une sorte de dynamique musicale, ouais, rythmique. Ce qui fait que ça donne envie aussi de les lire, de les prononcer, de les oraliser. Et puis très rapidement, de la voix, tu passes à la musique, parce que la musique, si vous avez fait des lectures, vous le savez, une lecture à nu, c'est toujours un peu sec, c'est toujours un peu difficile, même s'il y a la rythmique de la langue. Et dès que la musique vient envelopper ça, vient la porter, c'est comme une lave qui s'enroule autour des phrases. Là, il y a une puissance qui se libère. Et je trouve qu'en termes sensuels, en termes sensoriels, c'est beaucoup plus ample, beaucoup plus riche qu'une lecture nue et qu'une lecture sans oralisation. Donc voilà, pour moi, la langue a toujours été quelque chose d'oral. C'est là qu'elle est née. Donc on écrit sur des morceaux de pages et de papier parce que c'est la façon la plus simple de véhiculer ce qu'on fait. Mais moi, je prends de plus en plus de plaisir, effectivement, à pas être sur scène, mais en tout cas à faire sentir le texte, à le faire sonner, à l'amener jusqu'au tympan, jusqu'à la vibration du tympan, à sentir l'air qui vibre et qui met en mouvement cette richesse, voilà, cette richesse d'écoulement, de rythmique, Moi, je dis toujours, écrire, c'est vraiment de l'hydrodynamique ou de l'aérodynamique, c'est-à-dire que c'est vraiment un écoulement. Et c'est d'abord gérer un écoulement que d'écrire une phrase. Voilà, une syntaxe, c'est d'abord la façon incroyable dont vous allez bloquer l'écoulement, l'arrêter, générer des contre-écoulements dans l'écoulement de la phrase, la faire chuter comme une cascade, et puis tout d'un coup la rendre très très plane, la phrase ne bouge quasiment plus. Il y a une espèce de fixité dans l'écoulement de l'eau, et tout d'un coup, blah, vous remettez un coup de cascade, vous mettez une clausule, vous réaccélérez. Et tout le travail, la façon dont vous façonnez ces écoulements
est fondamental dans la réception de la lecture. Les gens croient toujours que l'enjeu, c'est le mot exact, c'est le néologisme, etc. Mais c'est très secondaire en réalité. L'enjeu, c'est le mouvement, c'est quel mouvement vous imprimez à la syntaxe et à la phrase. Et ce mouvement, il va être restitué au lecteur au moment où il lit. Et c'est ça qui va lui rester, c'est ça qui va imprimer le mouvement d'association du concept. Donc tout le travail est vraiment là-dessus, sur le travail des masses aussi énormément. Je racontais tout à l'heure, mais c'est vrai que si vous prenez un mot comme, je ne sais pas, malencontreusement, je vous dis malencontreusement, si vous êtes en train de lire, que vous tombez sur malencontreusement, je peux vous dire que votre cerveau générant plus d'activité cognitive pour avaler le mot, il va ralentir légèrement, quoi, comme ça. Et donc ce ralentissement fait que vous pouvez gérer une vitesse intéressante et tout d'un coup vous réaccélérez derrière avec des monosyllabes, vous dites vite, vous prenez des mots très très courts et tout d'un coup il y a un effet de staccato qui se génère et qui va... Donc c'est ce travail sur l'extension des masses, sur ces raccourcissements qui fait que vous gérez la vitesse différentielle des phrases et que là vous produisez quelque chose... Et donc, ça n'a pas tellement à voir, vous savez, le signifié, vous savez, tout le baratin. Franchement, moi, quand j'entends les auteurs dire « Oui, moi, je recherche le mot exact, etc. » J'ai envie de leur dire « Mais en fait, c'est pas vrai ce que tu dis, tu vois. C'est vraiment le mouvement exact de la phrase qui compte d'abord. Le mot, à la rigueur, parfois, moi, j'utilise des mots qui ne sont pas justes d'un point de vue sémantique, tu vois. Mais la couleur du son, je vais utiliser cocasse alors que je devrais dire étrange ou stupéfait. Mais cocasse va me donner une espèce de dynamique du double queue, un côté presque rigolo qui... Même si vous ne savez pas exactement ce que veut dire cocasse, va vous être transmis par la sonorité. Donc c'est plutôt le son exact, c'est plutôt le mouvement exact que le mot exact. Ça c'est pour faire chier les auteurs de littérature blanche, hein, que je raconte ça, parce qu'ils croient qu'ils ont le monopole de la bonne écriture. Mais... Alors en dernière question, et puis après on passera aux questions-réponses. Vous avez dit, en tant qu'écrivain de SF, je dois mettre en place des imaginaires qui rendent désirable autre chose. Qu'est-ce que vous désirez maintenant et surtout, c'est quoi votre rêve ? Ben moi, je désire vraiment ce renouement avec le vivant. C'est vraiment une direction à la fois intérieure et que je sens socialement forte. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que comme tout le monde, je me suis coupé énormément de la nature. Je me suis coupé des autres vivants, je me suis coupé des animaux, des forêts, de ce rapport évident avec ce qui nous constitue. Et j'ai le sentiment que si j'ai une direction à atteindre, moi j'aime beaucoup randonner, etc. Mais j'ai encore une perception et un vécu de la randonnée qui est très bourrine, je me tape du dénivelé, je suis des sentiers balisés, etc. Et en rencontrant justement Baptiste Morisot, ce philosophe du vivant, qui m'a appris le pistage des animaux, qui m'a fait comprendre, lui il a un lien incroyable avec le vivant, il te fait voir les choses, il te fait percevoir les choses, il te les fait comprendre. Et j'avais l'impression, et j'ai l'impression quand je me balade avec lui, que je suis à nouveau retissé dans cette étoffe du vivant, et ça me rend beaucoup plus intense, ça me donne beaucoup de bonheur aussi. Donc moi, à titre personnel, j'ai envie d'aller vers là, et j'ai l'impression que, parce que ma vie est banale, que cet enjeu-là, c'est aussi un enjeu que beaucoup de gens doivent partager. Et c'est vraiment dans ce renouement vivant que je trouve qu'il y a une direction très désirable, plutôt que sur les énièmes luttes anticapitalistes dont j'ai été aussi et je suis toujours porteur, mais sur lequel on se cogne à un régime extrêmement métamorphique, extrêmement malin, et on s'épuise dans ces luttes-là. J'ai l'impression que c'est plus dans les dynamiques écologiques aujourd'hui, dans les dynamiques de renouement avec le vivant, que des choses se génèrent. Et puis dans mes rêves, dans mes délires, j'ai envie de créer une ZAG, ce que j'appelle une ZAG, c'est une zone auto-gouvernée, c'est comme une ZAD, mais où on achèterait vraiment un terrain, mais très grand, très vaste, et où on essaierait de faire sur cette zone-là les choses qu'on aimerait voir advenir dans le futur, c'est-à-dire de faire quelque chose de l'ordre de l'écolieu, si on veut, où la façon de construire les cabanes, le bâti, la façon de vivre ensemble, la façon d'utiliser des low-tech, c'est-à-dire des technologies qui dépensent peu d'énergie, qui sont réparables, qui sont résilientes, qui sont robustes, qui produisent peu de déchets, etc., que tous ces enjeux-là soient traités de la plus belle façon possible. Et que ça soit un lieu ouvert, surtout un lieu ouvert, c'est un lieu où les gens passent, s'en vont, reviennent, que ça soit une sorte de porte-avions où n'importe qui peut venir se ressourcer, que ce soit un lieu d'éducation aussi, de formation. Voilà, mais j'ai envie que ça soit en milieu rural, parce que c'est là que je suis bien, moi, je ne suis pas du tout un urbain. Et j'espère qu'on va pouvoir bâtir ça et qu'on va se régaler à faire ça. Ouais. J'ai envie de mettre les mains dans le cambouis, voilà, arrêter de parler sur des scènes et vraiment me confronter aux enjeux concrets. Ouais. Boris, pour les questions-réponses. Oui, alors justement, on se passe la main. Est-ce que vous avez des questions à poser à Alain Damasio? N'hésitez pas à lever la main. Voilà, on va vous passer les micros. Alors d'abord la personne au fond et ensuite il y aura une personne ici. Vous m'entendez?
Oui, bonjour Guillaume. J'aimerais une question, sur une partie de ce que vous avez dit au début sur la partie du transhumanisme. Vous avez insisté sur l'énergie qu'on pouvait déployer à travers notre technologie, sur justement repousser ce qui avait de plus naturel chez nous. Oula, je voulais savoir dans quelle limite vous situez entre guillemets ce qu'on pourrait peut-être appeler le bon du mauvais transhumanisme. Puisque quelque part, au final, cette même technologie, elle nous a permis aussi de repousser peut-être les virus ou d'autres choses qui n'étaient pas forcément très utiles pour notre vie de tous les jours. En fait, voilà, quelle limite vous voyez dans ce transhumanisme que, quelque part, dans votre discours, vous souhaitez repousser assez fort, peut-être, ou alors j'ai mal compris. Les limites, elles sont assez simples. C'est-à-dire que tu vois, il y en a, alors c'est toujours le discours transhumaniste qui vont dire, tu vois, mais toi, tu as une paire de lunettes, mon gars, donc tu es déjà un transhumain parce que tu es myope et tu as besoin d'une paire de lunettes, donc tu es déjà augmenté, etc. Bon, on comprend assez rapidement qu'il y a une grosse différence entre ça et avoir un plug de carte mémoire dans le cerveau, quoi. Donc, si tu veux, il y a un moment donné que ça puisse réparer de façon sobre et directe et modeste un certain nombre d'insuffisances ou de handicaps que tu peux avoir parce que tu es myope, parce que tu ne peux pas marcher, etc. Tu peux le comprendre, si tu veux. Mais c'est à partir du moment où tu considères que l'être humain normal est déjà ontologiquement handicapé et qu'il faut l'améliorer par rapport à un modèle de surhumain que tu aurais posé arbitrairement, là, pour moi, ça ne va plus, quoi. Voilà. Ça veut dire que tu as une conception malsaine de ce qu'est un être humain doté de capacités normales. Voilà, tu vois. Donc, pour moi, la limite, elle est là. C'est à partir du moment que tu considères que le normal est un manque à être, tu vois, tu fais non, mais les gars, là, arrêtez, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est là que je place le. Voilà. On avait une question devant, si vous voulez bien passer un micro au jeune homme qui adore intervenir aujourd'hui, et il a bien raison. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez un ou des conseils pour donner envie de faire plus de low-tech, rendre désirable. Il y a aussi toute la question de l'imaginaire. C'est un tout autre imaginaire, c'est difficile de lutter contre l'imaginaire dominant. Donc si vous aviez un ou des conseils là-dessus, surtout pour des personnes qui ne sont pas forcément familières et peut-être pas des personnes déjà sensibilisées à ces questions-là, voilà, que ce soit le plus large possible. Ouais, c'est une super question ça, parce que je pense que tu as complètement raison. Le problème aujourd'hui, c'est déjà le mot. C'est souvent un problème de mots malgré tout ce qu'on peut dire. Quand tu dis high-tech et que tu dis low-tech, tu as l'impression que tout d'un coup, bah, c'est en dessous la low-tech. C'est moins intéressant, c'est moins séduisant, c'est moins sexy, tu vois, de dire low-tech. Or, il y a des termes alternatifs. Si tu prends Ivan Illich, il te dit, voilà, c'est des technologies conviviales, des fois on dit technologies sobres, on dit... Donc il y a d'autres termes alternatifs. J'ai pas encore trouvé le bon terme, hein. Moi personnellement, ça m'a questionné quand j'ai lu un texte. C'est un numéro spécial de Socialter. Je vous conseille cette revue qui est sur l'avenir des low-tech. Et à la fin du truc, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour éviter cet effet déceptif? Tu sais, c'est comme la décroissance. C'est toujours difficile de valoriser la décroissance parce que tu as l'impression que tu bloques un phénomène et que tu vas pas vers quelque chose de meilleur, quoi. Tu vois, donc il faut toujours se méfier je trouve des préfixes qui sont négatifs et qui vont... en fait, il faut proposer autre chose que la croissance, c'est pas simplement de dire décroissance. Donc sur les low-tech, moi je pense qu'il faut rendre ça complètement viable. Et une des choses importantes à dire, c'est que, il me semble, les technologies pour moi les plus profitables pour l'humain, c'est celles qu'on peut empoigner, c'est celles qui nous laissent une autonomie par rapport à la techno. C'est des technologies qui sont bricolables, qui sont hackables, qui sont transformables, tu vois. Il y a cet exemple d'Ivan Illich que je trouve tellement simple mais tellement important. Tu vois, quand il dit, vous avez un vélo, vous baladez à vélo. Là, on est sur de la low-tech, tu vois. La chaîne saute. Tu prends la chaîne, tu fous les mains dans le cambouis, tu remets la chaîne, tu redémarres, tu vois. Ton pneu crève, tu sais comment réparer un pneu, tu vas le réparer et tu le... Donc, c'est-à-dire que tu as une autonomie, tu as une capacité par rapport à la technologie de la manipuler, tu vois. Or, aujourd'hui, ce qu'on nous vend quasiment systématiquement, c'est profondément l'inverse, quoi. C'est-à-dire ce qu'il appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire que on vous vend des technologies, typiquement, je vous prends la tablette Apple par exemple, ou je vous prends la bagnole que tu démarres avec une carte magnétique et tu appuies sur on. Ben, quand ça démarre pas, qu'est-ce que tu fais? Tu es comme un con, tu peux ouvrir le capot, ça sert à rien, tout est électronique, tu comprends même pas le bloc moteur, et tu appelles comme un con avec ton smartphone pour que le dépanneur vienne, et tu vois, et tu raques, quoi, tu vois. Bon, donc c'est ça l'hétéronomie, c'est des technologies sur lesquelles tu n'as pas d'intervention possible, tu vois. Mais c'est pareil sur le mouvement des libris, de l'open source, etc. C'est comment tu peux apprendre aux gens à coder ou à empoigner les logiciels qu'on te propose pour que tu puisses les paramétrer, les modifier, te les approprier. Voilà.
Et c'est ça qu'il faut rendre en bien en disant, mais les gars, ça va vous libérer, quoi, tu vois. Ça va vous libérer si vous avez des technologies qui sont bricolables, hackables, réutilisables, appropriables, tu vois. Donc on devrait proposer que des technologies qui nous permettent à nous, êtres humains, d'avoir une sorte d'autonomie dans la manipulation de ces technos. L'autre façon de le dire, c'est des technos à notre service, et pas nous au service de ces technos. Ce qui est devenu vraiment le cas aujourd'hui. Nous, on est au service de la techno, c'est plus la techno à notre service. C'est juste retrouver cette inversion. Et c'est pas très difficile en réalité, tu vois. Mais il faut penser scientifiquement en disant, bah, je fais une techno, mais cette techno doit permettre à n'importe quel être humain de s'en emparer, et de la réparer, et de la modifier. C'est légèrement suspect, quoi, tu vois, voilà. Oui, d'autres questions, monsieur, tout au fond, t-shirt rouge. Excusez-moi, il y a madame également. Oui, bon, on la fera après. C'est-à-dire que là, il a particulièrement bien géré le temps, donc tout va bien. Je vais bien laisser la main si la dame a levé la main avant. Alors, qui est Prums? Bon, allez-y, allez-y. De toute façon, les deux auront le temps de poser leurs questions. Allez-y. Ok. Alors, donc c'est à propos de la séduction, parce que Jean Baudrillard, qui est un penseur des systèmes d'objets, avait dit que la séduction, c'était l'utilisation d'un surplus d'énergie. Du coup, la question que je me pose, c'est si vous aviez un surplus d'énergie à donner à une technologie low-tech ou à autre chose, à qui la donneriez-vous? Waouh. Sur une technologie spécifique, low-tech spécifique? Ouais. Qu'est-ce que j'utiliserais? Moi, j'aime bien tous les systèmes de... J'aime bien les rocket stoves, en fait. Tu sais, c'est ces fûts que tu trouves un peu partout. Tu sais, c'est ces fûts qu'on utilise pour transformer des liquides ou du pétrole et qui sont travaillés pour faire un four à très haute capacité énergétique. C'est-à-dire qu'avec ce four-là, tu montes à des températures extrêmement hautes avec juste quelques brindilles, quelques morceaux de bois. C'est ultra efficace, je l'ai vu fonctionner, je trouve ça assez fabuleux. Et j'adore cette idée que voilà, c'est un recyclage d'un matériau complètement banal. Ces fûts, on les laisse rouiller n'importe où. Et juste en les trafiquant un peu, t'acquiers un four qui est vraiment... Moi, j'ai un pote qui forge avec ça, qui fait des sculptures forgées avec ça. Tu peux faire chauffer n'importe quoi avec ça. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, pour moi, c'est très séduisant, mais d'autant plus que c'est très rustique, cette forme cylindrique de base. Mais c'est une efficacité énergétique absolument démente, quoi. Voilà. Et quand je vois le nombre de fois où on doit faire chauffer des choses et que je suis là, moi, à ouvrir mon gaz naturel chez moi, tu vois, ou l'électricité, bon, je me dis, c'est peut-être pas mal, le rocket stove, ouais. Dernière question, la dame oui. qui voulait Alors, poser. moi, j'ai une question un peu personnelle. Comment avez-vous choisi votre nom d'écrivain, Alain Damasio? Est-ce une référence avec le célèbre neurologue Antonio Damasio? Non, j'aurais adoré qu'il soit de ma famille, parce que je trouve que c'est un très grand. C'est le nom de ma grand-mère, en fait. Ma grand-mère s'appelait André Damasio, et son père, donc mon arrière-grand-père, était un militant de la première internationale, donc 1895, qui, dans une manif contre Mussolini, a malencontreusement, donc c'est la légende familiale, mais aurait sorti un caillou et tué un flic dans le cœur d'une bagarre de manif. Donc dans mon espèce d'épique révolutionnaire, je trouvais ça fantastique. Et du coup, il a émigré, et ma grand-mère a migré, est venue en France à cause de ça. Et je trouvais que ça avait plus de classe quoi, que de s'appeler Alain Raymond, qui est mon vrai nom, qui est un nom assez plombant. Et j'ai un vrai problème avec Alain Raymond, c'est que le « on » final fait chuter complètement la dynamique. C'est Alain Raymond, tu vois. Et ça, j'arrivais pas avec le « on », ça m'énervait, j'arrivais pas. Donc je me suis dit, bah, je prends Damasio. Ouais. Merci beaucoup Alain Damasio, on l'applaudit, bravo.